Je m'appelle Grace Whitmore. Je suis lieutenant général dans le corps des Marines des États-Unis. Mais ce matin-là, debout en uniforme complet devant les funérailles de mon grand-père, je n'étais pas un soldat. J'étais à nouveau la fille mal aimée. L'échec familial qu'ils avaient mis à la porte. La pluie était froide, pas de celle qui pique la peau, mais de celle qui vous trempe lentement, vous rappelant chaque porte qui vous a un jour été fermée au nez. Je me tenais sur le trottoir devant la chapelle Saint-Augustin dans ma grande tenue bleue, les médailles alignées sur ma poitrine, le col bien amidonné, les bottes luisantes. J'avais enterré des frères d'armes en silence, salué des soldats tombés sous la chaleur du désert, mais rien ne m'avait préparé au silence d'être banni des propres funérailles de mon grand-père. L'ancienne arche en fer au-dessus du portail gémissait sous le vent. À travers les vitraux, je pouvais les voir. Ma famille serrant les invités dans leurs bras, chuchotant derrière des gants blancs, souriant comme s'ils ne venaient pas de m'effacer. Les mots n'étaient pas chuchotés. Ils n'essayaient même pas de les cacher. Ne la laissez pas entrer. Elle apporte la honte. La voix de ma mère arrivait directement par la porte ouverte. Elle a échoué. Qu'elle reste dehors comme la déception qu'elle est, a ajouté mon père. Ils ne baissaient pas la voix. Ils ne l'ont jamais fait. Pas pour moi. Et d'une certaine manière, cela faisait plus mal que s'ils avaient crié. Elena, ma sœur, l'enfant prodige en perles et à la posture parfaite, se tenait sur les marches de l'église, m'a jeté un regard à travers la pluie et a eu un sourire narquois. Sérieusement? Qui porte un uniforme à des funérailles? C'est pathétique. Je n'ai pas tressailli. Pas quand ces mots sont tombés comme des coups de poing. Pas quand quelques invités ont regardé vers moi, puis se sont détournés rapidement, embarrassés, bien que je ne sois pas sûre pour qui. Je suis restée ancrée au sol, le dos droit, les mains derrière moi en position de repos. Je n'ai pas supplié pour entrer. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée là, trempée, à les regarder pleurer la seule personne dans ce bâtiment qui m'ait jamais vraiment vue. Grand-père. Il m'a appris à lasser des bottes de combat avant même que je sache épeler le mot discipline. Il me laissait grimper sur ses genoux quand j'avais 9 ans et murmurer « Je veux être comme toi ». Il m'appelait sa combattante. Il était le seul à le penser vraiment. Mais il était parti. Et maintenant, j'étais privée de son dernier adieu par les gens mêmes qui partageaient mon nom de famille, mais ne m'avaient jamais donné de place dans leur monde. Certaines histoires de vengeance sont bruyantes, dramatiques, explosives. La mienne n'a pas commencé ainsi. Elle a commencé dans le silence. La pluie, le pavé froid, et cette sorte de solitude lancinante qui se glisse dans vos os et y reste. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne là-bas ne savait, c'est que c'était le moment où tout allait commencer à basculer. Ils pensaient m'avoir effacé, mais j'en avais fini d'attendre d'être vue. On ne remarque pas vraiment quand on est en train d'être oublié. Pas au début. Cela s'insinue. Calme, poli, presque comme un bruit de fond, jusqu'au jour où l'on réalise qu'on a passé sa vie entière à parler à des gens qui n'ont jamais levé les yeux. J'avais 8 ans la première fois que je l'ai remarqué. Elena, ma sœur, venait de jouer pour Élise lors d'un récital chic. Ma mère lui a apporté des roses. Mon père a applaudi comme si elle avait marché sur l'eau. Cette même semaine, je suis rentrée avec un bulletin scolaire parfait, que des A, même en mathématiques. Je l'ai posé sur la table de la cuisine avec un espoir silencieux. Mon père y a jeté un coup d'œil une fois, n'a pas dit un mot. Ma mère l'a ramassé, a souri poliment et l'a glissé sous une pile de magazines. Bon travail, ma chérie, a-t-elle marmonné sans même me regarder dans les yeux. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et je suis remontée à l'étage. Et c'est devenu la règle. Elena était l'élue, l'artiste au visage doux et à la voix suave qui portait des perles à 12 ans et avait son propre tableau Pinterest avant le lycée. Elle a dit qu'elle voulait devenir designer, et du jour au lendemain, mes parents ont transformé notre sous-sol en son studio privé. Ils lui ont acheté des carnets de croquis de Milan, l'ont envoyé à Paris pour l'inspiration. Chaque recoin de notre maison portait ses empreintes, des photos, des affiches, des petits trophées. C'était comme si elle était la marque et que j'étais juste le décor.
Quand j'ai eu 16 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais m'engager dans l'armée après mon diplôme. Je me souviens encore de la façon dont ils m'ont regardé. Pas en colère, pas choqué, juste déçu. Ne sois pas dramatique, Grace. La vie militaire n'est pas faite pour les filles comme toi. Ça te passera. Mais ça ne m'est pas passé. Je m'y suis épanouie. Et je me souviens d'un dîner qui me reste encore sur le cœur comme un bleu. Nous étions assis autour de la table en chêne poli. Ma mère a interrogé Elena sur son portfolio. Mon père lui a dit à quel point il était fier. Personne ne m'a adressé la parole. Ni pour l'école, ni pour ma victoire à la compétition d'athlétisme, rien. J'étais juste là, mangeant le même poulet rôti, respirant le même air. Mais c'était comme si je n'existais pas. Je ne sais pas pourquoi cette nuit-là m'a marqué plus que d'autres. Peut-être parce que parfois, les blessures les plus profondes ne sont pas criées, elles sont chuchotées par le silence. Et si vous vous êtes déjà assis à une table avec des gens qui prétendent vous aimer tout en vous sentant complètement invisible, vous savez exactement de quoi je parle. Dites-moi si vous avez déjà été à cette place, celle du silencieux, celle de l'oublié. Je lis chaque histoire comme si elle comptait, parce que c'est le cas. Et tout a commencé par une lettre. Je venais de rentrer aux États-Unis après 7 mois en Syrie. J'étais épuisée, fatiguée jusqu'à la moelle. Ce genre de fatigue où l'on s'endort en uniforme, bottes encore aux pieds, sans même réaliser qu'on est sur son propre canapé. Le lendemain matin, j'ai fait du café, je me suis assise et j'ai commencé à feuilleter la pile de courriers qui s'était accumulée pendant mon absence. Des publicités, une carte d'anniversaire d'un camarade marine, des courriers indésirables, puis une enveloppe de ma banque. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Peut-être un relevé, peut-être une mise à jour. Je l'ai ouverte distraitement, encore à moitié endormie. Et puis j'ai vu le chiffre, négatif, des milliers de dollars disparus. Je me suis figée, j'ai cligné des yeux, j'ai relu 2 fois. J'ai pensé que c'était forcément une erreur. Je me suis connectée à mon compte. Solde négatif. Mes économies vides. Le fonds d'investissement disparu. Mon pouls s'est accéléré violemment dans ma gorge. J'ai fixé l'écran, faisant défiler l'historique des transactions. Page après page, de petits retraits d'abord, puis de plus importants, des transferts que je n'avais pas autorisés. Des paiements vers des comptes que je ne reconnaissais pas. J'ai vérifié à nouveau, cherché les numéros de routage. Et c'est là que je l'ai ressenti. Cette certitude froide et rampante. Chaque virement, chaque déduction, chaque vol menait à un seul endroit. Ma maison d'enfance. L'adresse sur le compte destinataire, la maison de mes parents. Les noms des bénéficiaires, ma mère, ma sœur, un compte fiduciaire ouvert sous le numéro de sécurité sociale de mon père. Et il faisait cela depuis des années, pendant que j'étais déployée à l'étranger, pendant que je formais des recrues, pendant que je donnais ma vie entière pour servir ce pays. Il me vidait de mon argent tranquillement, systématiquement. J'aurais dû pleurer, j'aurais dû casser quelque chose, mais je suis restée assise là, toujours en uniforme, les mains crispées sur la table, fixant cet écran comme s'il pouvait s'excuser. Le pire, c'est que je n'étais même pas choquée. Pas totalement. Au fond de moi, une partie le savait depuis toujours. Je leur avais fait confiance pour m'aider à gérer les choses pendant mon absence. J'avais confiance en leur décence. Je croyais que même s'ils ne m'aimaient pas, ils respecteraient au moins l'uniforme. Ils ne l'ont pas fait. Plus tard cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à leur maison. La même brique blanche, les mêmes volets bleus, les mêmes parterres de fleurs dont ma mère s'occupait toujours. Tout semblait identique, mais je n'étais plus la même personne en franchissant cette porte d'entrée. Ils étaient dans le salon, sirotant du thé, feuilletant des magazines comme si la vie n'avait pas basculé sous leurs pieds. Ma mère a levé les yeux et a souri faiblement. « Oh, Grace, nous ne t'attendions pas. » Je me suis tenue au centre de la pièce et j'ai tout dit. Tout. L'argent manquant, les fausses autorisations, les signatures forgées, calmement, avec précision, exactement comme j'ai été formée. Ils ont écouté, puis ils ont ri. Ma sœur a levé les yeux au ciel. « Ce n'est pas comme si tu en avais besoin, Grace. Tu n'es jamais là de toute façon. »
Mon père a gloussé. Nous aidions. Tu ne saurais pas quoi faire avec autant d'argent de toute façon. Et là, à cet instant, quelque chose en moi s'est tu. Pas brisé, juste devenu froid. Parce que maintenant je comprenais enfin, ils n'avaient pas seulement pris mon argent, ils avaient pris quelque chose de bien pire. Ils avaient profité de mon absence, ils avaient profité de ma confiance. Ils avaient profité du fait que j'espérais encore, à un certain niveau, qu'ils me considèrent comme de la famille. Ce n'était pas le cas. Je ne suis pas sortie de leur maison en tempêtant. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Ce n'est pas ainsi que j'ai été élevée, et ce n'est certainement pas ainsi que j'ai été formée. Je suis juste restée là, j'ai absorbé tout ce qu'ils disaient, et quand ils ont eu fini de rire, j'ai hoché la tête une fois et je suis partie. 3 jours plus tard, j'ai passé mon premier appel. Elle s'appelait Nathalie Ruiz, une avocate militaire avec qui j'avais travaillé lors d'un imbroglio juridique au Koweït. Intelligente, vive, pas de temps pour les futilités. J'avais confiance en elle. Je lui ai tout raconté. Elle n'a pas sursauté. Elle n'a pas eu pitié de moi. Elle a juste dit « Nous allons gérer cela comme ils ne s'y attendent pas », en suivant les règles à la lettre. Ensuite, j'ai contacté un comptable judiciaire, Charles Yates, un ancien du renseignement de l'armée. Le genre de gars qui voit des motifs dans le bruit. Je lui ai tout remis. Relevés bancaires, journaux de virement, formulaires signés. Il les a feuilletés comme s'il lisait un plan de construction. Ils étaient prudents, a-t-il dit. Pas négligents, mais ils sont devenus gourmands. C'est là que les gens font des erreurs. Pendant 2 semaines, nous avons passé au peigne fin chaque ligne, chaque document falsifié. Plus nous en découvrions, plus cela devenait clair. Ce n'était pas un simple moment d'égarement. C'était planifié, coordonné, répété. Je me sentais étrangement détachée, comme si je regardais cela arriver à quelqu'un d'autre. Mais une nuit, alors que nous croisions une série de retraits non autorisés, Nathalie s'est arrêtée et a levé les yeux vers moi. Grace, est-ce que quelqu'un a déjà mentionné un testament? Celui de ton grand-père? Je me suis figée. Je n'y avais même pas pensé. Les funérailles, la façon dont ils m'avaient exclue, la fausse chaleur dans leur voix ce jour-là. Ils m'avaient donné l'impression que je ne méritais même pas de demander. Mais mon grand-père, lui, me voyait, même quand personne d'autre ne le faisait. Le lendemain matin, je me suis rendue à la maison qu'il avait laissée derrière lui. Elle n'avait pas été touchée depuis des mois. La poussière recouvrait chaque surface. J'ai ouvert le tiroir de son vieux bureau, fouillé dans les dossiers, les déclarations d'impôts, les enveloppes jaunies, et il était là, un dossier vert décoloré. À l'intérieur, la copie originale notariée de son testament, sa signature, mon nom. Il m'avait tout laissé, pas seulement l'argent, la maison, le terrain, ses effets personnels, l'héritage. Je me suis assise par terre, les genoux repliés, le dossier tremblant entre mes mains. Ce n'était pas une question d'héritage, c'était une question de reconnaissance. Mon grand-père savait, avant même qu'il ne me rejette, avant qu'il ne me rient au nez, il savait de quoi ils étaient incapables. Et il avait essayé de me protéger de la manière calme et honorable que lui seul connaissait. Il n'y a pas eu de musique dramatique, pas de cris de triomphe, juste moi, assise dans une pièce poussiéreuse, tenant la preuve que quelqu'un m'avait assez aimé pour l'écrire noir sur blanc. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, je ne me suis pas sentie effacée. Le matin des funérailles était gris et immobile. Je me tenais de l'autre côté de la rue, face à Saint-Augustin, en uniforme complet. Mes médailles brillaient. Mon dos était droit. Mes bottes frappèrent le pavé comme si elles étaient à leur place. Mes parents m'ont vue avant que je ne mette le pied sur le terrain de l'église. Le visage de ma mère a pâli en premier. Mon père s'est raidi, les yeux plissés. Elena a penché la tête et a levé les yeux au ciel, ce sourire narquois familier tirant les coins de ses lèvres comme un réflexe musculaire. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Je suis restée là pendant 1 minute entière, silencieuse, immobile. Puis, j'ai entendu le rythme régulier de bottes derrière moi.
12 Marines vêtus de leur grande tenue de cérémonie bleue ont descendu le chemin de pavé comme s'ils se mettaient en formation. Ils avançaient avec précision, les épaules carrées, le pas serré, les yeux fixés droit devant eux. À leur tête se trouvait le général Marshall, ses 4 étoiles scintillant sous le ciel couvert. Cheveux argentés, posture tranchante, aucun mouvement inutile. Au moment où ils m'ont rejointe, l'air a changé. Les invités se sont figés. Les conversations se sont arrêtées net. Tous les regards se sont tournés vers nous. Le général Marshall s'est avancé, a retiré son képi et l'a placé contre sa poitrine. Puis, il a salué. Général Grace Whitmore, madame, a-t-il dit, d'une voix assez claire pour fendre la pierre. Nous sommes ici pour honorer à la fois la vie de votre grand-père et votre service envers cette nation. Pendant un instant, le monde entier s'est tu. La mâchoire de mon père s'est crispée. Les mains de ma mère tremblaient à ses côtés. Helena ne souriait plus. J'ai rendu le salut, de manière vive et nette, puis je me suis avancée. De la foule a émergé Nathalie Ruiz, vêtue d'un manteau noir tenant une épaisse enveloppe. Elle a monté les marches de l'église, s'est arrêtée juste à côté de ma famille et s'est tournée vers les invités. « Mesdames et messieurs », a-t-elle dit calmement, « on m'a demandé de délivrer un message de la part du regretté Harold Whitmore. » Elle a ouvert l'enveloppe. Voici le testament original, daté et notarié. Il stipule clairement que ses biens, ses actifs personnels et ses propriétés doivent être hérités uniquement par sa petite-fille, le lieutenant-général Grace Whitmore. Halètement, murmure. Un cousin s'est tourné vers sa femme et a chuchoté. Une tante a regardé le sol. Nathalie ne s'est pas arrêtée là. De plus, a-t-elle ajouté, nous soumettons des preuves formelles de fraude financière, des transferts documentés, des signatures forgées et un détournement de fonds militaires menés par Charles et Margaret Whitmore pendant les périodes où Grace était déployée à l'étranger. Une enquête complète a été lancée. Des poursuites civiles et pénales suivront. On pouvait entendre le vent frôler les arbres. Puis l'un des Marines derrière moi est sorti du rang. Il était plus jeune, une cicatrice le long de la joue, les mains tremblant légèrement alors qu'il parlait. « Madame, vous m'avez sauvé la vie à Fallujah. Si vous ne m'aviez pas sorti de cette carcasse, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. L'uniforme, le salut, la loi, le témoignage, ils parlaient pour moi. Ma mère clignait des yeux rapidement, la poitrine agitée par des respirations inégales. Mon père fixait le sol comme s'il allait s'ouvrir et l'engloutir. Helena a reculé d'un demi-pas, complètement silencieuse. Et à cet instant, sous ce ciel gris, ce n'étaient plus eux qui avaient le contrôle. Il n'y a pas eu de célébration, pas d'applaudissements, pas de « je vous l'avais bien dit ». Juste l'immobilité. Après les funérailles, après le salut, après que les papiers ont été remis et que les allaitements sont devenus un bruit de fond, je suis rentrée chez moi. Pas dans la maison où j'ai grandi. Cet endroit n'avait jamais été mon foyer. Je suis allée dans l'appartement calme que je m'étais construit au fil des ans, juste moi, une pile de médailles dans une vieille boîte en bois, et le testament que mon grand-père avait signé, rangé dans une pochette de mon bureau. Et pour la première fois depuis des années, je me suis autorisée à m'asseoir. Vraiment m'asseoir. Pas au garde-à-vous, pas sur le qui-vive, juste immobile. J'ai passé mes doigts sur les médailles. Pas par fierté, mais par mémoire. Chacune portait un poids. Chacune avait du sang dessus. Le mien ou celui de quelqu'un d'autre. Je pensais que cela ressemblerait à une victoire. Je pensais que voir leur visage quand la vérité a éclaté comblerait quelque chose en moi. Mais non, parce que voici la vérité. Personne ne vous parle de ce que l'on ressent quand on est celui qu'ils ont laissé de côté. Même quand la justice arrive, on porte toujours le bleu. Même quand on prouve qu'on a raison, on reste celui qui n'a pas été invité. Mais j'ai aussi réalisé que c'était peut-être acceptable. Quelques semaines plus tard, j'ai pris une partie de ce que mon grand-père m'avait laissé et j'ai fait quelque chose de simple, quelque chose de discret. J'ai acheté une table pliante, une vieille cafetière, quelques caisses de fruits, et je me suis installée près d'un parc en ville. Pas d'enseigne, pas de slogan,
Juste du café chaud et quelques petits pains chauds pour tout vétéran qui en avait besoin. Certains jours, il y avait 2 personnes, parfois 10. Personne ne demandait de nom, personne ne saluait. Ils s'asseyaient, tout simplement. Et moi aussi. Nous ne parlions pas de guerre, de grades ou de tribunaux. Juste le silence, la chaleur, le pain passé d'une main à l'autre. Et dans ce silence, quelque chose s'est adouci en moi. La douleur n'a pas disparu, mais elle ne me gouvernait plus non plus. Je n'étais plus la petite fille à la table du dîner que l'on ignorait. Je n'étais pas le soldat debout sous la pluie pendant que sa famille l'enfermait dehors. J'étais juste Grace. Et pour une fois, cela suffisait. Un matin, alors que le soleil perçait à travers les nuages, un homme âgé avec une veste usée a pris une gorgée de café, m'a regardée et m'a dit « Vous êtes présente, c'est ce qui compte. » Et c'est peut-être vrai. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été celui qu'on ne remarque pas? Celui qu'on n'appelle jamais? Celui qui a tout fait correctement et qui n'était pourtant pas assez bien? Parce que si c'est le cas, je vous vois. Dites-moi d'où vous regardez. Si cette histoire vous touche profondément, je veux le savoir. Vous n'êtes pas seul ici. Je vous le promets. I guess. Thanks, guys. I rekindled the love of smithing that I lost. In such a mood. Yeah, me at the grocery store. I get so annoyed when people walk so slow. Like when pedestrians are crossing and you gotta wait in the car. And you know what's the annoying thing? Okay, so I myself as a pedestrian, if I know there's a car waiting for me to cross, I'm gonna walk as fast as possible. But the other day, these two girls, they were crossing and like they took their sweet ass time. I'm telling you, these took their sweet ass time. They were like having a whole conversation with each other. And they were walking so slow. And I'm like, do you not see that there are cars waiting to drive by? Yeah, it's seriously. Hi, Ligus, by the way. Yeah, I am a hater. Just so I am highway jam. Hi, Riven. Alright, we can get out of here now. Alright, we're gonna head back to that cave. Hopefully with this new sword, we would be better. Actually, hold up. I need to get more, ether. Ether. Let's just leave. We don't have time for this. Oh, I don't even think I can buy it. I can only buy tents. Damn. We're heading to the moon. Alright, I'm gonna rest because Rydia lost 1 HP and that's not acceptable.
And then I'll do a save. Alright. I'm wondering if I should just grind here. Oh my gosh. Oh my goodness. Didn't do anything. Okay. Silver Dragon? What the hell is this? Dude, Excalibur is going insane. Will Blizzard do anything to you? Oh wow. Okay. Genji armor. Hell yeah. Genji helmet, okay. Of course. Oh my god. Okay. No, 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 no. Didn't do anything. No, Cecil. Oh wait, hold on. I'm getting a text.